Ravi de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Donc, moi, je m'appelle Vincent Sic, je suis directeur de transformation digitale pour Junia. Je suis ravi d'intervenir dans le cadre du forum des solutions du village Baïséa. On a proposé en fait justement de le dérouler en fait dans le cadre de cette salle, qui est une salle hybride qui nous permet de faire des enseignements à la fois en présentiel et en distanciel. Et qui est, j'y reviendrai, installé dans le cadre de ce qu'on appelle le Teaching Center au sein de Junia. Alors, Junia, très rapidement, parce que je pense que vous connaissez, mais juste pour rafraîchir, parce qu'on a changé de nom il n'y a pas très longtemps, donc qui sommes-nous, Junia? Ben, Junia, nous sommes le rassemblement des 3 grandes écoles d'ingénieurs, HEI, ISA et ISEN. Précédemment, nous appelions INCREA Hauts-de-France. Donc Junia, grande école d'ingénieurs, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'effectivement, on est vraiment centré sur, grâce justement à la réunion des 3 écoles, à la transdisciplinarité. Et on est résolument aussi, ce qui nous anime, c'est l'innovation. Et on a toujours porté, puisque les écoles sont anciennes, hein, là, la première école a été créée en 1885, un socle important autour des humanités, à l'éthique et puis à l'attention aux autres. Donc, c'est les 3 piliers stratégiques de Junia. Je fais vite. On a 4 campus. Historique, c'est Lille, mais vous savez peut-être qu'on a aussi ouvert un campus à Bordeaux cette année. Depuis quelques années, on a un campus aussi à Châteauroux et également à Rabat, au Maroc. Vous aurez la présentation, donc je ne vais pas trop, je dirais, m'appesantir sur les chiffres. Hein. On a 4 diplômes d'ingé. On a plus de 5000 élèves maintenant dans notre collectif, plus de 28 000 diplômés. Et pas mal d'où l'intérêt de l'interdisciplinaire, c'est qu'on a plus de 40 domaines de professionnalisation et on a également des activités de recherche. Alors, vous êtes ici virtuellement, mais vous êtes ici au sein du Teaching Center, qui en fait a été mis en place il n'y a pas très longtemps au sein de Junia, parce qu'on a ouvert en janvier. Alors, l'objet de ce Teaching Center, c'est vraiment, il y a 2 volets pour moi, un volet de production, d'accompagnement des enseignants dans leur production pédagogique, donc des captations, des vidéos, mais aussi de la scénarisation, puisqu'on travaille pas mal en amont aussi en accompagnement des enseignants pour préparer des séquences pédagogiques, mais également des volets d'expérimentation de matériel nouveau, un peu comme celui-ci d'ailleurs, qu'on retrouve sur ce document. Donc, en fait, l'intérieur de la salle, vous le voyez au travers de la caméra, mais vous l'avez ici sur la gauche du document. C'est une salle en fait qui est hybride, qui nous permet de faire des cours ou des interventions comme aujourd'hui, en présentiel et en distanciel, avec une volonté d'interaction. Donc, je voudrais interagir un petit peu aujourd'hui dans le cadre de la présentation. Je voudrais quelques occasions là d'interagir avec moi. Peut-être, avez-vous vu la vidéo de présentation du Teaching Center ou pas? Alors, vous avez la possibilité de lever la main. Vous avez sur le bas de l'écran, première interaction, donc avec vous, la possibilité d'interagir avec moi. Donc, la question que je poserai, c'est si vous l'avez vu, si vous pouvez lever la main. Donc, il y a une personne qui a vu la vidéo. Merci. Anne, quand même. C'est vrai, ouais, ce que je peux vous. Alors, après, l'autre question, c'est est-ce que ça vous intéresse de découvrir plus le Teaching Center au travers de la petite vidéo que je peux vous présenter? Elle dure 4 minutes. Donc, oui, encore. Apparemment, il y a pas mal de mains qui se lèvent, donc je vais vous présenter la petite vidéo qui dure 4 minutes. Vous pourrez voir un petit peu plus à la fois la salle, ce qu'on peut y faire, mais aussi les autres environnements du Teaching Center. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, je vais arrêter mon partage ici de la présentation et plutôt vous présenter la petite vidéo. Partage utilisé pour la vidéo. Hop. Donc, l'écran, Teaching Center. Je vais vous mettre le son, c'est mieux. Je vais vous mettre à l'écran. Et c'est parti.
WeConnect pour animer des réunions ou classes virtuelles hybrides. L'enseignant pourra présenter son cours à l'aide d'un tableau blanc interactif avec quelques étudiants en présentiel et d'autres à distance ou entièrement à distance. Notre salle d'enseignement hybride propose une expérience d'apprentissage collaborative, gamifiée et individualisée avec l'affichage des participants. Chaque écran dispose d'une caméra. L'enseignant peut alors se déplacer face à la caméra et s'adresser directement à l'étudiant. Deux autres caméras permettent de filmer la salle dans sa globalité. La salle est également équipée de micros et haut-parleurs afin de rendre l'expérience utilisateur optimale. 3 studios d'enregistrement son et images. Un premier studio de captation pour filmer des interviews ou échanges lors de tables rondes notamment. Ce studio est équipé de 2 caméras, d'un prompteur, de lumière et de plusieurs micros. Également 2 studios RapidMOOC qui permettront aux enseignants de réaliser des capsules vidéo personnalisées pour digitaliser leurs enseignements ou toute autre séquence vidéo enregistrée sur un fond vert. Grâce à une prise en main intuitive de l'outil, l'utilisateur devient rapidement autonome. La vitre pour faciliter les échanges spontanés. Les utilisateurs pourront échanger à distance en grandeur nature avec leurs collaborateurs à travers la vitre. Cet outil nous permet d'accompagner par exemple un enseignant dans ses pratiques pédagogiques tout en maintenant le dynamisme du présentiel. L'îlot central insonorisé pour des activités collaboratives. Pour échanger et collaborer, les membres de la direction de la transformation digitale vous accueillent dans cet espace de communication privilégié. La construction d'une expérience apprenante engageante pour l'étudiant représente un axe stratégique pour Junia, où la réussite des étudiants est au cœur des préoccupations. Pour tenir compte de la diversité des profils d'étudiants intégrant l'enseignement supérieur, pour permettre à chacun de se situer dans ses apprentissages, Junia accompagne le développement des compétences pédagogiques des enseignants par la mise en place d'un Teaching Center. Ce lieu a pour vocation d'accompagner les enseignants sur de nouvelles modalités pédagogiques, de faciliter l'utilisation des nouvelles technologies, d'intégrer de nouvelles postures, coaching, conseils, réflexivité, et de pratiquer de nouvelles modalités d'évaluation. C'est aussi un lieu de découverte, d'appropriation, d'expérimentation de différents dispositifs et d'évaluation de nouvelles approches pédagogiques in vivo avec les apprenants. Le Teaching Center est un véritable espace d'échange, de collaboration et d'expérimentation. Il se veut ouvert, il pourra permettre aux entreprises intéressées de découvrir et d'expérimenter des dispositifs innovants et d'être source d'inspiration pour leur action de formation. Ce lieu a bénéficié du soutien de l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, dans le cadre du PIA, programme d'investissement d'avenir dédié à l'hybridation des formations dans l'enseignement supérieur. Nous avons pensé les équipements de ce lieu pour accompagner la production des enseignements hybrides et digitaux. Une salle d'enseignement hybride permet de s'adresser à des étudiants présents dans la salle, mais aussi à distance, en préservant une expérience d'apprentissage individualisée. Cette salle renforce le lien de proximité entre les étudiants et l'enseignant. Les salles de captation de capsules vidéo permettent de produire des séquences de cours digitalisées et interactives de façon synchrone ou asynchrone. Nous avons également investi sur la réalité virtuelle et la captation à 360 degrés, non seulement pour garantir un enseignement multimodal, mais aussi pour enrichir les séances de cours de capsules vidéo augmentées. Cela permet par exemple de connecter nos enseignements au monde de l'entreprise en réalisant des captations en situation pour illustrer ou compléter les enseignements théoriques. Tu vois, par exemple, puisque c'est pas toi qui le fais, tu vas me dire, mais moi, si je l'ai fait, j'aurais fait mieux. Et ça, c'est terrible de penser comme ça. Oui, je t'en prie. Alors, je vais rebasculer sur le partage du document. Voilà, l'idée c'était d'avoir une meilleure présentation. Ça vous permet, même à distance, de voir un peu plus l'environnement. Ce que j'avais envisagé, mais c'était d'évoquer avec vous quelques points qui impactent, qui nous amènent finalement aussi à faire ces évolutions, ces transformations. C'est les forces mondiales qui impactent l'enseignement supérieur, mais plus largement, je dirais, le domaine de la formation. En fait, quelques points qui ne sont pas nouveaux. Alors, en fait, c'est au travers d'un rapport qui a été fait par Ernst & Young sur plutôt le paysage de l'enseignement supérieur en Australie, mais qui se projette plus largement
à échéance de 2030. Et en fait, on retrouve un certain nombre de choses que je vais reprendre ici, mais qui sont assez proches de ce qu'on constate de toute façon au jour d'aujourd'hui, puisque un des premiers points, c'est vraiment l'évolution du monde du travail. Bon, on voit bien qu'il y a une vraie accélération, et on peut le voir nous, depuis plusieurs années déjà, une vraie accélération finalement dans l'évolution des compétences, des métiers et des attendus des entreprises. Il y a une vraie accélération et donc une transformation du monde du travail très rapide et donc aussi une évolution de la perception des diplômes. Il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui interviennent aussi dans le monde de l'enseignement, de l'information et des nouveaux acteurs qui sont justement qui proposent une réactivité très forte. Donc ça, c'est aussi important. Il y a un effacement des frontières entre le monde de la formation et le monde de l'entreprise. Il y a pas mal de choses qui se font aussi maintenant au sein de l'entreprise. Et donc ça, c'est déjà deux choses qui viennent impacter pas mal, finalement, le monde de la formation en général. Je vais vous faire participer à un petit sondage. La question, c'est finalement, alors là en Europe, puisque le sondage avait été fait pour à peu près 12 000 apprenants, c'était avant le Covid, et en fait, donc partout dans le monde, là plus particulièrement en Europe, la question que j'allais vous poser, c'est quelle est la part, en fait, en pourcentage de personnes qui pensent que l'enseignement supérieur ne les a pas préparés à leur carrière, ou alors à l'évolution de carrière. Alors, je vais vous laisser lire la question et je vais vous adresser là, un petit sondage dans lequel vous pourrez répondre et on pourra voir justement comment se répartissent vos avis. Donc, je vous lance le questionnaire. Vous devriez normalement voir apparaître un petit questionnaire et vous pouvez normalement choisir. Voilà. Et on va pouvoir partager ensuite les réponses. Donc là, ça bouge en temps réel. Et normalement, on a, il y a par défaut 30 secondes pour répondre aux questions. Alors, je pense que tout le monde n'a pas encore répondu. Il y a 8 personnes sur 13 qui a répondu. Voilà. Alors, j'ai 9 personnes sur 13. Et si je... Alors, vous les avez... je ne sais pas si vous les avez vus, les résultats, parce que c'est bizarre. Vous les avez vus? Vous les avez vus? Moi, j'aurais bien aimé. Attendez, je vais juste essayer de... On les a vus, mais très rapidement, en fait. Non, ouais. On va les voir tout de suite. En fait, il y a une répartition assez proche, puisque ABCD, en fait, on est pour vous, entre 21 et 50% des personnes, des sondés, qui auraient, pour vous, qui disent finalement l'enseignement supérieur ne prépare pas suffisamment à la carrière. Donc, c'est quand même un chiffre assez significatif. Je vais vous montrer en fait les résultats de cette étude, qui sont quand même assez impressionnants, puisque finalement en Europe, c'est 45% des sondés. Alors c'est une population qui a été sondée entre 16 et 70 ans. Donc c'est quand même assez significatif, et notamment en Angleterre également. Donc ça, c'est quand même un sujet, je pense, pour l'enseignement et le monde de la formation en général. La question que je vais vous poser maintenant, c'est finalement, on a vu qu'on était dans un marché qui change beaucoup. Il y a une vraie obsolescence finalement des compétences, notamment sur la partie, si je prends l'exemple informatique, on dit l'obsolescence des connaissances, elle est à peu près de 18 mois. Ce qui fait quand même, c'est que c'est des sacrés gageurs à la fois pour les entreprises, pour les salariés, mais également même pour les organismes de formation. Donc finalement, quand on veut apprendre quelque chose de nouveau pour notre carrière, on a plusieurs possibilités. C'est de faire, bien sûr, un programme de formation court qui peut être certifiant, un programme universitaire accrédité, ou d'aller, maintenant on le voit, puisque le contenu il est partout, d'aller suivre en fait une ressource qui peut être gratuite, qui propose déjà pas mal de choses en ligne. Donc la question que je pose, c'est effectivement, vous auriez à suivre quelque chose rapidement, qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce que vous pourriez choisir comme option? Je vous lance le questionnaire.
Alors, hop, c'est 3. Comment ça se fait que je peux... Ah, voilà, sondage. Pas de question. Et pareil, 29 secondes. « 7 sur 13, on a encore 15 secondes. Ah. Je vous montre les résultats. Donc en fait, finalement, on regarde, c'est assez, effectivement assez représentatif, mais on voit que finalement, la solution, quand on veut évoluer sur des compétences très rapidement, on va prendre des programmes courts, alors si possible certifiants, mais quand même, on voit une majorité ici, plutôt de se dire, mais je vais faire un peu je vais aller chercher de manière autonome, je vais m'organiser moi-même pour aller trouver de la ressource libre et puis me former tout seul, faire de l'auto-apprentissage. Donc c'est quand même des tendances aussi qu'on observe de plus en plus aussi chez les apprenants. Donc ça rejoint assez bien, on va voir sur la suite, les différents sondages. Qu'est-ce qui se passe là? Je vais me remettre là. En fait, si on regarde un peu les sondés, un peu partout dans les différents pays, en fait, on voit qu'effectivement, là, contrairement à ce que vous avez exprimé, mais c'était avant Covid, hein, peut-être, la majorité des gens allaient plutôt sur des programmes courts qui pouvaient être certifiants, des espèces de bootcamps. Mais on voit quand même que les programmes accrédités des universités, ce n'est pas forcément vers ça. On va de manière majoritaire, et puis la poussée des formations libres. Bon, l'évolution du comportement numérique, c'est lié. On a quand même, et la période Covid, j'y reviendrai après, il y a eu pas mal d'évolutions là-dessus. Mais finalement, ça permet d'autonomiser les apprenants et puis d'en faire finalement des consommateurs. Donc ça, c'est aussi une tendance importante du monde de la formation. Il y a quand même un accroissement de la concurrence internationale dans le domaine de la formation. Il y a des pays qui ont quand même beaucoup évolué dans leur offre de formation. Je pense notamment à la Chine. Ils ont beaucoup investi et ils ont beaucoup copié aussi finalement le savoir-faire des universités à l'étranger. Ils ont des belles universités. Et puis, il y a aussi une réticence maintenant à envoyer des étudiants chinois ailleurs. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même des changements importants. La question, parce que j'aime bien poser cette question-là, parce que j'ai été surpris souvent, naturellement, on dit oui, la technologie, c'est forcément la solution aux problèmes qu'on rencontre actuellement. Et puis finalement, il y a des gens qui étaient vraiment d'un avis complètement opposé, en disant que non, ce n'était pas forcément ça. Alors, assez basiquement, moi, j'avais envie de vous poser la question de savoir, mais est-ce que vous êtes d'accord finalement sur le fait que la technologie peut améliorer l'éducation? Est-ce qu'on peut avoir C'est une question relativement ouverte, mais j'aimerais bien vous demander si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Donc là, vous voyez peut-être sur les caméras, moi je peux voir aussi directement, là, si vous êtes d'accord, et on a quasiment à 100%, pas tout le monde, mais quasiment 100% de réponses OK. Bon, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, ne serait-ce qu'on voit aujourd'hui, ça permet de faciliter les échanges, ça permettra de faire d'autres choses, on verra par la suite. Je vais arrêter. Et là, on est voilà, 100% de réponses. Donc c'est plutôt... Mais j'ai eu des réactions, moi, assez en disant non, il ne faut vraiment pas tout miser sur la techno. Et l'importance de l'humain, on en reparlera après. Bon, voilà un peu les retours des apprenants. On n'est pas à 100%, mais on est quand même sur un très fort pourcentage qui montre que différentes solutions techno, et notamment aussi les apports de l'IA, pourront permettre d'améliorer les apprentissages. Bon, l'essor de la formation continue, forcément. On voit bien que ça, c'est quand même un enjeu aussi sur lequel, effectivement, bon nombre d'acteurs sont présents pour répondre aux enjeux du monde du travail. Donc ça, c'est un vrai sujet, la formation continue. Notamment aussi avec la possibilité de financement via le CPF en France,
Et dans d'autres pays, il y a une acceptation sur le fait que c'est normal d'investir tout au long de sa vie sur son développement de compétences et sa carrière. Alors ça, c'était pas dans l'étude, mais c'est vrai les interrogations qu'on peut se poser par rapport à la pandémie, c'est quand même un certain nombre de changements qui peuvent s'opérer. Ça ne veut pas dire que là, forcément, c'est sûr. De personnes qui peuvent étudier, qui vont à l'étranger pour leurs études, c'est quand même déjà le cas actuellement. Mais c'est aussi des questions, suite à la pandémie, sur des questions de moyens financiers pour aller étudier. Et puis, peut-être, en lien un peu avec ce que je disais, l'importance des diplômes universitaires. Est-ce que finalement, les gens iront encore aller chercher un diplôme universitaire dans les incertitudes qu'on vit actuellement? Bon, ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Alors, sur les supports, je vous ai mis à chaque fois les liens si vous voulez creuser un peu ces sujets-là. Rapidement, les tendances clés, je ne vais peut-être pas toutes les reprendre parce qu'on en a déjà parlé, mais ça, c'était les tendances clés. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un sondage qui a été fait pour le compte de Pearson et qui est un sondage qui a été fait par Harris. Et en fait, ils sondent là, je l'ai dit, à peu près 12 000 apprenants partout dans le monde, de 16 ans à 70 ans, et voilà les tendances qu'on retrouve. Alors, la première tendance, c'est l'esprit de bricolage, c'est do it yourself, c'est vraiment de faire du self pour aller chercher les contenus de formation qui nous intéressent, mais vraiment de manière autonome. Bon, la carrière de 40 ans, je crois que ça fait quand même longtemps qu'on en parle, que c'est pas forcément, c'est plus du tout la constance, évidemment, et qu'il y a l'importance de la formation tout au long de la vie. Il y a quand même une attente forte de l'apprentissage numérique ou virtuel chez les personnes, parce que ça, c'est aussi un vrai sujet. On en reparlera après, c'est une vraie tendance actuellement de dire on a hâte de revenir en présentiel. On a hâte de revenir en présentiel et finalement, le virtuel va disparaître. Donc, pas sûr. Alors, il y avait un sujet qui était quand même relevé, mais on en a parlé, c'est la confiance dans les établissements. Ça, c'est lié au diplôme, par rapport au fait que ça prépare ou non à la vie active. Il y a de plus en plus de jeunes qui pensent aussi qu'on peut se débrouiller dans la vie sans diplôme. La partie compétences aussi qui est extrêmement importante, où on a des pays comme la Chine et l'Inde qui sont très en avance sur la démarche compétence, sur la fait de mettre en œuvre, et des pays un peu moins en avance, comme les États-Unis et le Royaume-Uni. Des enjeux de compétences non techniques pour éviter, pour rester dans le jeu et pas se faire supprimer par l'automatisation. Et puis, il y a des enjeux aussi liés à des problèmes de sécurité à l'école, de harcèlement. Ça, c'est les tendances qu'on observe, qui étaient observées avant la pandémie. Peut-être une question aussi sur la question des diplômes, parce que je trouve qu'en France, et là je précise vraiment sur la France, de votre point de vue, pensez-vous que les diplômes deviendront moins prédominants pour l'accès à l'emploi? Parce que c'est quand même, par rapport à ce qu'on évoque là et les tendances, je trouve que c'est quand même une vraie question. Et ça m'intéressait en fait d'avoir votre sentiment par rapport à ça, sur la prédominance des diplômes. On va dire, pensez-vous que... Alors, êtes-vous d'accord avec ça, le sondage que j'envoie? Vous êtes plutôt d'accord sur le fait que les diplômes seraient moins prépondérants? C'est quand même des questions, des vraies questions hein, qu'on se pose. Alors, c'est vrai qu'en France, on est quand même il y a une vraie protection des diplômes et un vrai attachement aux diplômes. Mais c'est quand même des sujets importants, ce qui fait que ça amène pas mal de réflexions autour de la façon de dispenser la formation, comment on valorise aussi les compétences obtenues. Et là, pour le sondage tel qu'on le retrouve ici, il est quand même plutôt en faveur d'un autre modèle que les diplômes historiques. Donc ça secoue forcément pas mal aussi les sujets. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets ici. C'est votre tour. Donc voilà. Donc ça, c'est des questionnements, forcément. Hop, j'ai fait une fausse manip. Et je repasse ici. Alors, les tendances clés après Covid.
J'ai mis entre guillemets après Covid parce qu'on n'est pas encore après Covid, malheureusement. Donc en fait, c'est un sondage qui a été fait là en août 2020, donc après les premiers confinements pour nous, en tout cas, en France. Paradoxalement, la population est un peu moins importante. Ils ont sondé 8000 personnes et l'Europe n'était pas concernée dans ce sondage. Donc je pense qu'il y aura d'autres études qui seront menées. Mais en tout cas, il y a un certain consensus sur le fait qu'il n'y aura pas un retour au monde de l'éducation identique au pré-Covid. Même si effectivement il y a une forte attente au jour d'aujourd'hui pour être plutôt en présentiel, je pense que là, il y a quand même conscience du fait qu'on va faire bouger les modèles. Par contre, point 2, vous voyez, il y a une remontée dans les systèmes éducatifs. Parce que tout le monde dit, bon, bah, finalement, on a quand même un peu plus confiance aux systèmes éducatifs actuels, ou en tout cas tels qu'ils sont. Il y a une vraie attente aussi en termes d'équité. Alors c'est vrai, comme on sonde moins l'Europe, il y a pas mal de sujets autour des capacités de financement, mais aussi de la différence d'équité par rapport à la fracture numérique. Par contre, sur le virtuel, si tout le monde est d'accord pour dire que ça va durer, on veut tous avoir, enfin, la plupart des apprenants veulent avoir une meilleure expérience de l'apprentissage en distance. Une pression forte pour développer les compétences et permettre aux gens de s'en sortir pendant et même au-delà de la pandémie. Un consensus sur le fait que les universités, au sens large, les établissements d'enseignement supérieur, peuvent contribuer à la reprise économique et donc assurer aussi ce rôle d'accompagnement de formation. Et par rapport au point qui était sur le sentiment d'insécurité ou de harcèlement, qui peut s'opérer. Alors je rappelle, c'est un sondage qui touche pas que l'enseignement supérieur, c'est vraiment toute de 16 ans jusqu'à 70 ans, mais des problèmes d'insécurité ou d'harcèlement, on se dit ça peut être plus sécuritaire d'apprendre à la maison. Ça n'empêche pas l'insécurité liée au harcèlement dans les réseaux sociaux. Donc voilà les évolutions. Donc ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a quand même un vrai sujet autour de l'expérience online qui va quand même rester, avec un vrai enjeu sur l'expérience, l'engagement, le développement de compétences. Bon, je ne sais pas si je vous fais poser la question, puisque au vu de votre réponse la fois dernière, mais les expériences d'apprentissage en ligne vont-elles perdurer? Je vous ai déjà montré le retour, mais est-ce que vous pensez que j'ai mis vrai ou faux, mais c'est pareil finalement? Ouais. On est assez d'accord, mais c'est vrai que pour l'instant, on attend de voir un peu le retour à une situation normale pour mesurer après l'effet de balancier. Voilà. OK. Et je reviens sur ma page. En fait, dans les résultats de l'étude, on voit que ce soit sur les niveaux d'éducation pour les enfants ou l'université, on est sur les mêmes chiffres que vous, on est vraiment sur l'idée. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un ancrage chez les personnes, se dire on va aller vers plus de virtuel, vers plus de cours en ligne, de plus d'hybridation et plus d'interaction. Et quelque part, ça donne aussi des possibilités, des perspectives de plus de flexibilité dans le parcours. Donc ça revisite là encore pas mal les modèles actuels où on est quand même, pour la plupart en France, très basé sur le présentiel. Donc c'est quand même intéressant d'avoir ça. Et comme je le disais, bon là, ça concernait peu l'Europe, les plus proches sont les Anglais, mais on était sur, finalement, pense que l'éducation online permettra aussi un meilleur accès à la qualité, c'est-à-dire aux standards. Il y a des vrais sujets, bien sûr, aux États-Unis où les études ne sont plus accessibles pour la plupart des jeunes. Et donc, d'autres modèles commencent à voir le jour pour pouvoir permettre aux gens aussi de se former. Le do it yourself, il est vrai avant Covid et après Covid. On est sur les mêmes tendances, ça ne change rien, au contraire, ça a plutôt tendance à augmenter cette tendance d'aller chercher de la formation et de se former tout seul. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? C'est suffisamment clair? Ouais. Interagir. Et là, justement, j'ai plus beaucoup de temps, je voulais juste
vous donner aussi la possibilité d'interagir et peut-être aussi de montrer d'autres fonctionnalités de cette salle. C'est finalement repenser la pédagogie. À votre avis, quelles sont les grandes tendances en matière de pédagogie? Parce que ce n'est pas évident, on est tous conscients qu'il faut faire évoluer la pédago ou la formation en général, que ce soit en établissement de formation, voire même dans l'entreprise. Et comment faire en sorte que l'expérience, elle soit finalement engageante, de qualité, et qu'elle permette aussi une montée en compétences des personnes. Donc là, il y a des vrais sujets. Donc si vous avez des idées, vous pouvez prendre le micro, ouvrir votre micro, me dire, je noterai sur le tableau, et vous aurez la possibilité aussi de voir sur le tableau ce que je note en direct. Bon, c'est aussi prétexte à utiliser, vous l'avez compris, la salle, hein. Donc vous ne prenez pas trop la tête sur les enjeux de la pédagogie, mais c'est si vous aviez une idée, vous, en dire, mais il y a quelque chose qu'il faudrait faire évoluer sur la pédago, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des retours, donc n'hésitez pas. Peut-être moi pour commencer, Vincent, je dirais qu'il y a probablement des enjeux autour de la personnalisation, Ouais. d'avoir des choses un peu plus individualisées ou personnalisées. Ouais. Il y a de la personnalisation, je suis d'accord. Moi, je dirais peut-être plus immersive et au contact des entreprises. Donc là, je vais reprendre l'idée de dire en fait ces connexions avec l'entreprise. Et le learning by doing. Ok. Alors, je vais essayer d'afficher le chat peut-être en même temps. Alors, hop. C'est vrai. Est-ce que je peux afficher le chat et est-ce qu'on verra suffisamment bien? Sinon, la gamification. Alors. Gamification, open badge. Oui. C'est aussi de baliser finalement le parcours d'apprenant pour pouvoir le valoriser par la suite en termes d'étapes de formation. Et finalement, ça donne aussi du sens parce que c'est vrai que dans un programme complet, on a le diplôme à la fin, mais finalement, on n'a pas toujours la visualisation de ce que ça permet de faire. Donc, c'est un vrai lien aussi avec les compétences. Donc, il y a des choses assez intéressantes là-dessus. Juste, alors, là, c'est le prétexte. Et merci en tout cas pour vos petits retours. Juste pour vous montrer aussi la possibilité, c'est-à-dire que je peux vous donner moi la main et donc vous pouvez collaborer sur le tableau. C'est-à-dire que là, par exemple, ce que je peux faire, vous avez la possibilité il y a des petites, je vais vous donner la main pour que vous puissiez, normalement, vous devez voir apparaître en fait la possibilité de mettre une punaise. Et l'idée, c'est que vous puissiez aller mettre la punaise là où, pour vous, c'est la priorité. Par exemple, en premier. Voilà. Alors, en fait, là, on voit Claire, Chris et Geoffrey qui ont mis leur punaise sur la gamification. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça vous permet d'interagir en direct. Et puis, par exemple, de voir finalement où vont les centres d'intérêt. Donc, ça permet aussi d'interagir avec les personnes. Donc, c'est une façon d'interagir. Et puis, je peux aussi vous donner la main. Alors, évidemment, avec la souris et le trackpad, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais je peux aussi vous donner la main, par exemple, pour venir. Normalement, vous avez la main, mais vous pouvez gribouiller sur le tableau. Voilà. C'est bon. Vous pouvez gribouiller sur le tableau, barrer ou faire des choses. Donc, ça, c'est des choses intéressantes aussi qu'on peut faire avec cet outil.
à distance avec l'ensemble des partenaires, des intervenants. Voilà, donc il y a aussi des choses qui vont pouvoir se développer, hein, mais donc ça c'est quand même intéressant pour le prof, pour l'intervenant, de pouvoir interagir, et les apprenants, même entre eux, peuvent interagir. Donc je vois, il y en a, ils sont doués pour le dessin, parce qu'avec la souris ou le trackpad, c'est quand même pas facile. Donc voilà une petite illustration de ça, et pour donner un peu, et si on a encore quelques minutes, c'est juste peut-être parcourir rapidement un document qui je trouve assez bien fait, qui regroupe en fait finalement un certain nombre de choses que vous avez pu dire. Je vais vous le partager de nouveau. Hop. En fait, c'est un document qui a été fait par l'UNESCO. C'était en 2019, donc c'est pas très vieux, hein. C'est comment explorer le potentiel des technologies digitales pour faire une éducation, une formation de qualité. Peut-être que vous l'avez déjà vu, parcouru, et que je trouve assez intéressant parce qu'en fait, il définit un certain nombre de choses au travers de ce qu'il appelle le modèle des 8 affordances, enfin, les 8 potentialités qu'on retrouve ici, mais que finalement vous avez évoqué, hein. En fait, le premier, c'est l'aspect ubiquitaire. C'est vraiment de permettre en fait aux apprenants d'apprendre sur tout type de support, tout type d'outils, à tout moment, à tout endroit. Et donc, finalement, c'est d'accéder à des contenus de formation riches, que ce soit sur son téléphone, sur son portable, d'avoir cette facilité-là de le faire. Et donc, ça, c'est quand même des choses assez importantes qui viennent finalement impacter aussi les établissements. C'est de donner cette possibilité, cet accès facilité à tout type de ressources. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure sur l'immersion, la connexion avec les entreprises. Il y a effectivement le fait d'y aller de manière réelle, mais de plus en plus, on voit aussi des choses. Et nous, on travaille aussi sur des immersions 3D. Et l'idée, c'est de reproduire des gestes professionnels. C'est de pouvoir, en fait, mettre en situation un collaborateur, un étudiant sur des préparations, sur des activités de simulation, mais qui permettent d'intégrer des scénarios d'usage, mais aussi des précautions vis-à-vis des sécurités, par exemple. Et donc, on voit bien, nous, par exemple, au sein de l'école, où on a une filière BTP, l'immersion, par exemple, dans un environnement qui permet de manipuler des coffrages assez importants. Il y a des vraies consignes de sécurité, donc ça peut être intéressant, ne serait-ce que d'un point de vue étudiant, pour marquer les esprits. On oublie des consignes de sécurité, il y a des risques potentiels. Donc ça, c'est des choses aussi. Le fait de rendre actifs les étudiants, soit en simulation ou soit vraiment de manière réelle, est un point aussi important. Le numérique, pour moi, doit permettre ça aussi. C'est vrai que finalement, on a des profils d'apprenants très variés, à la fois de par leur origine de formation, mais ne serait-ce que dans leur profil d'apprentissage, puisqu'il y en a qui vont être plutôt visuels, de manière caricaturale, on peut dire ça, hein. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt auditifs, il y en a qui ont besoin d'apprendre en faisant, il y en a qui sont plutôt sur l'aspect, je dirais, résolution de problèmes. Ils apprennent au travers de la résolution de problèmes. Donc, c'est pouvoir adresser, et là on touche un peu des notions de personnalisation, pouvoir adresser des contenus plus adaptés aux fonctions de différents profils. Encore faut-il les identifier, puis ensuite pousser les bonnes choses. Mais en tout cas, à minima, d'assurer cette variété. Un des aspects aussi importants dans la formation, c'est vraiment le feedback. C'est très régulier, c'est apporter du feedback. C'est bien, c'est pas bien, j'ai fait une erreur, mais pas dans une évaluation sanction, mais vraiment dans une évaluation formative. Et donc, le fait de pouvoir assurer du feedback très régulier, comme ça, nécessite aussi d'avoir des ressources pédagogiques, des évaluations qui permettent à l'étudiant de se positionner, de voir là où ça va moins bien, et aussi à l'enseignant de l'accompagner. Donc, c'est du feedback pour l'étudiant, mais également pour l'enseignant. L'intelligence collaborative, c'est aussi des choses importantes, c'est l'apprentissage entre pairs, on dit ça souvent, mais également, en fait, dans le cadre des entreprises, il y a de plus en plus d'entreprises qui, finalement, mettent en place des contenus de formation qui sont produits par des experts de l'entreprise et qui viennent finalement former, c'est le principe un peu des entreprises apprenantes, mais former aussi des collaborateurs grâce à l'expérience ou l'expertise développée. Et donc, de plus en plus, et notamment, moi je pense, même dans le monde de la formation, c'est l'apprentissage entre pairs est important, et d'autant plus aussi dans des logiques de multicampus ou de campus à l'international pour essayer de développer
des logiques de collaboration ou d'identité, ou d'appropriation, d'image, de groupe, je cherche le mot, mais en fait, d'appartenance. Voilà. Alors, on parlait de la personnalisation. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, on projette beaucoup là-dessus. C'est vrai qu'il y a un vrai enjeu autour des personnalisations de parcours, au niveau des apports que peut apporter justement l'intelligence artificielle là-dessus. C'est un des aspects. C'est pas le seul aspect, mais c'est quand même des grands sujets actuellement dans le monde de la formation. C'est comment peut-on apporter au plus près les ressources auprès des apprenants. Et il y a différents niveaux pour ça. Alors nous, on travaille un peu ce sujet-là dans le cadre de nos développements sur la possibilité à la fois d'apporter des contenus de formation, donc par exemple sur la base d'un référentiel compétences et du niveau d'un positionnement apporté par les tests de positionnement, on est en capacité de dire pour atteindre ce niveau-là, voilà les ressources qui sont proposées. Donc là, on est plutôt sur un niveau macro. En gros, vous voulez passer de tel niveau à tel niveau, voilà la ressource. Mais plus on va aller, l'idée pour nous, c'est d'aller de plus en plus loin, plus en plus finement dans le grain. Et je prends le cas, par exemple, de choses sur lesquelles on travaille, notamment sur des outils, sur des modules autour de mise à niveau en maths, physique, chimie, puisque nos établissements sont concernés, par exemple, sur ce qui va arriver suite à la réforme du bac, avec une hétérogénéité plus forte des profils. Et donc, l'idée, c'est, au travers de tests de positionnement, pouvoir apporter les ressources qui vont bien pour arriver au niveau requis, mais ils sont très différents d'un étudiant à l'autre. Donc ça, c'est quand même aussi des enjeux importants, et je pense aussi des enjeux dans le cadre du monde de l'entreprise, où finalement, chacun est différent, chacun a un parcours différent, et comment on peut composer ça. Et on peut aller plus loin après pour proposer, comme je le disais tout à l'heure, des ressources spécifiques suivant les profils d'apprenants. Il y en a qui ont besoin plus de textes, il y en a qui ont besoin plus de vidéos. Ça, c'est un peu les enjeux qui sont pas mal observés actuellement dans le monde de la formation. Un des points, parce que finalement, là, rapidement, mais on disait finalement la formation tout au long de la vie. Mais même dans le cadre des études, ce qu'on faisait peut-être moins avant, c'est qu'on avait un programme tout fait, on déroulait, puis on faisait confiance à l'institution. Là, si on veut rendre les gens autonomes, eh bien, il sera de plus en plus important de leur donner aussi les moyens de réfléchir à la façon dont ils apprennent, ce qu'ils doivent apprendre, pourquoi ils apprennent, et comment améliorer aussi leur stratégie d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont assez importantes et qu'il faut amener auprès des apprenants. Et puis, un enjeu qui est quand même fort, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les établissements, eh bien, c'est de rendre en fait plus inclusives nos formations. Il y a différents sujets. Il y a le handicap, bien sûr, ça c'est un vrai sujet. Quand on a des populations importantes d'apprenants, comme c'est le cas pour nous, on est forcément sujet à ces problèmes-là, tous les problèmes de dyslexie qui arrivent aussi. Donc comment on traite ces choses-là? Et on voit bien que l'inclusion, c'est quand même plus fort, c'est quand même un engagement très fort, plus que l'intégration. Et donc, c'est comment on traite ces problèmes-là d'inclusion liés au handicap, mais aussi à la distance, aux problèmes financiers. Donc ça, c'est des enjeux aussi qui sont adressés dans le monde de la formation. J'en ai terminé. J'ai mis merci de votre participation. Pas de votre attention aussi, mais participation, parce que vous avez compris, l'idée, c'était de vous faire participer activement autant que possible. Donc, c'est pas mal de choses sur lesquelles on travaille actuellement, pour rendre aussi l'expérience d'apprentissage plus engageante. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. J'ai essayé de tenir le timing. En tout cas, merci beaucoup Vincent. C'était chouette cette immersion. Enfin, moi, j'ai trouvé ça super intéressant comme immersion au sein du Teaching Center. Je ne sais pas si vous avez des questions parmi les participants, c'est le moment. À votre disposition, si quand ce sera possible, et ça l'est déjà un petit comité, si vous souhaitez visiter en fait les lieux, on peut prévoir ça. En fait, comme je le disais, c'est aussi un lieu d'expérimentation de matériel.
Donc nous, on est assez preneurs aussi ça, de pouvoir expérimenter des choses. Vous avez vu notamment la solution La Vitre, qui permet de se connecter à distance en grandeur réelle avec d'autres personnes. Donc nous, on en a une sur le site de Châteauroux. Donc l'idée, c'était de pouvoir d'effacer la distance finalement pour les collaborateurs, mais pas que. Et donc l'idée, c'est aussi finalement de proposer, dans le cadre d'activités pédagogiques, je pense notamment à, pourquoi pas, des approches projets, la possibilité aux étudiants d'utiliser ces dispositifs qui vont se retrouver, à mon sens, dans les entreprises. À un moment donné, les entreprises vont aussi s'équiper avec d'autres moyens. Donc je trouve que c'est intéressant déjà de les sensibiliser à ces nouvelles approches du digital. Et alors, juste une question, Vincent, au-delà de pouvoir visiter un jour les lieux, est-ce qu'un jour on pourrait louer, occuper les lieux? Comment ça, en tant qu'entreprise? Oui, nous on est assez ouvert, comme je disais dans la petite vidéo, nous, et c'est pour ça que j'aime assez bien la remarque de dire connexion avec les entreprises. C'est quand même ce qui nous anime beaucoup. C'est aussi l'ADN de nos écoles. On a été créé finalement à l'initiative des entrepreneurs de la région. Et moi, je serais assez preneur, effectivement, d'abord, effectivement, de pouvoir proposer un certain nombre de ressources, mais d'échanger aussi, parce que vous l'avez compris, ce lieu, il est aussi pour alimenter nos réflexions en termes de scénarios pédagogiques, comment on utilise les lieux, et d'échanger aussi avec les besoins des entreprises par rapport à des élèves qui arrivent ensuite, ou des élèves ingénieurs qui arrivent ensuite dans les entreprises. Oui, donc ça, c'est possible. On peut l'envisager. Ouais, merci, Vincent. Je me dis, Vas-y, Chris, vas-y. je me dis, ça peut être sympa de faire une visite à la CADTech et même peut-être organiser un voyage apprenant pour les OF, les boîtes qui seraient intéressées, pouvoir aller visiter et faire connaître. Et Ouais. Ça peut donner des envies parce que l'expérience était super fluide. C'est vrai que c'est super agréable en tant que participant. Et puis, bon, tu sais aussi challenger. Et puis, il y a un séquençage et des quiz qui fait que ça nous tient en haleine. Donc, ça, c'est top. Mais je pense que ça peut intéresser beaucoup d'OF qui doivent se digitaliser, qui ne savent pas comment. Et voilà, de pouvoir faire connaître et les inspirer en immersion au Teaching Center, ça peut être sympa. Oui, c'est clair que c'est vraiment ça qu'on veut développer. Donc, si ça peut donner des idées, on est preneur. Et c'est vrai que, comme tu le dis, ça suppose, et c'est en ça aussi où nous on agit, c'est que ça suppose une scénarisation à minima de l'intervention. Si le prof il est là ici et qu'il passe ses diaporamas, bon, c'est un peu dommage. Il faut vraiment mettre en mouvement l'opération. Déjà, c'est un peu plus sympa que d'être derrière son PC pour le prof. Et l'avantage, comme je dis, c'est que là, je suis sous la prise de son, elle se fait là-haut. Donc moi, pour un prof ou un intervenant, c'est quand même vachement bien de pouvoir bouger. Et en fait, sous chaque écran, vous voyez peut-être, mais il y a une caméra. En fait, il y a une caméra au-dessus de chaque écran, ce qui fait que normalement, quand je me mets ici, je donne plus l'impression de parler effectivement aux personnes qui sont là, notamment Chris sur l'écran, qu'aux personnes qui sont ici. Que je me déplace, vous devez voir sur les différentes vues, et puis je peux encore me déplacer. Donc, en termes de voilà, pour l'étudiant, pour l'apprenant, le fait que le prof, à un moment donné, il puisse le voir, et je pense que tu peux témoigner que finalement, c'est quand même beaucoup plus agréable pour le prof, aussi, pour le formateur, d'agir comme ça. Donc, on a trouvé que la solution était pas mal, donc on est vraiment en train de l'explorer, et on est preneur de bonnes idées, effectivement, de scénarios ou d'usages nouveaux. Et Chris, moi, je me disais sur des aspects après start-up, on en parlait, mais moi, l'idée, c'est pour nous aussi d'expérimenter des choses. Donc, ça peut être aussi des terrains d'expérimentation avec qui on pourrait collaborer sur différents sujets. Nous, je pense notamment au travers de la personnalisation, il y a forcément tout un sujet autour des data, des reporting, des tableaux de bord qui sont, pour moi, pas encore suffisamment exploités dans les outils qu'on peut trouver au jour d'aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir apporter justement un accompagnement, un soutien aussi, non seulement à l'étudiant, mais à l'enseignant. Je pense aussi aux enseignants dans l'acte d'apprentissage. Et aujourd'hui, en termes de ressources et de modèles, là, donc, compte tenu de l'expérience que vous avez menée,
Vous avez un référentiel de combien de modèles d'animation Ah bah pour l'instant, c'est tout, C'est tout récent? Ouais, c'est tout récent. On l'a ouvert, c'était mi-janvier. Donc on est plutôt. Moi, quand on a fait l'ouverture, on a fait une conférence de presse et on l'a fait sous ce format-là. Et puis ensuite, on n'a pas encore eu de séquence de formation proprement dite. Là, on va le démarrer. La salle ici, elle est configurée pour avoir 18 personnes. On a 3 écrans là, donc 6 personnes. On a la possibilité bien sûr de rajouter une ligne si on le souhaite, donc monter à 36. L'idée, donc ça c'est aussi une contrainte parce que c'est des plus petits groupes, mais si on veut avoir de l'interactivité, je ne peux pas le faire avec 100 personnes. Par contre, il y a une possibilité de garder une interaction forte avec 18 personnes et peut-être d'avoir 200 personnes qui suivent la séquence, mais qui ne peuvent pas interagir comme vous le faites aujourd'hui, qui peuvent interagir qu'au travers du chat, quoi. Donc ça, c'est des possibilités qu'on garde parce que c'est aussi, ça peut être intéressant. Alors nous, ce qui nous intéresse, en tout cas moi, ce que je pense intéressant pour cette salle, c'est notamment dans le cadre de nos activités multicampus, c'est de se dire, tiens, on a une session, plutôt que le prof fasse son cours ici à Lille et son cours à Bordeaux, il fait à un moment donné une séquence ici mixte. Et je pense qu'en termes le terme que j'utilisais tout à l'heure, d'appartenance, c'est bien pour des apprenants qui sont à Bordeaux et qu'à Lille, qui suivent finalement une même formation et qui puissent interagir aussi, puisqu'on ne l'a pas fait, mais on peut très bien interagir avec les étudiants présents dans la salle aussi. Donc ça, c'est des choses pas mal. On est en train de regarder le modèle, évidemment, pour... l'idée pour nous, c'est, je l'ai dit, de développer l'engagement, la qualité de la formation, mais c'est aussi de trouver un modèle économique qui soit satisfaisant dans ces approches, évidemment. Alors, ça, c'est une limitation, c'est-à-dire que là, au jour d'aujourd'hui, effectivement, les présentiels peuvent réagir simplement en levant la main, c'est-à-dire que là, il faudrait que je passe par une autre appli si je voulais le faire comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qu'il faut que je vois parce que idéalement, ce serait bien effectivement de donner la possibilité aux présents d'interagir aussi sous forme de quiz. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas le faire via cette plateforme-là. C'est vraiment une plateforme dédiée. Hein. Vous avez vu, on passe par un portail web. Donc c'est la société Barco qui fait ça et la solution s'appelle WeConnect. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, ça demande un peu d'habitude, mais finalement, pour le prof, je trouve que c'est quand même un vrai plus. Alors, effectivement, en présentiel, le prof, il doit, par contre, garder une attention avec le présentiel, pas trop être absorbé par les écrans à distance. C'est un peu la difficulté de l'exercice. Bon, super. Merci beaucoup, Vincent. Je pense qu'on va peut-être en rester là pour aujourd'hui, mais j'espère que pour la plupart d'entre vous, ça a inspiré pas mal de choses. Donc, merci beaucoup à Vincent et puis merci à Hélène et Anne pour l'organisation ensemble de tout ça. C'était une première immersion et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres. On essaiera de rediscuter ensemble d'actions communes. Mais voilà, merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.